Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h30, on a 1h30 pour prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, Pierre Ouzoulias, bienvenue. Vous êtes sénateur communiste des Hauts-de-Seine, vice-présidente de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication, mais aussi vice-président de la Commission des Affaires européennes. Vous allez réagir à différents sujets et notamment à ce Ségur de la santé qui avance vers un accord. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Fabien Recker à distance depuis la rédaction de Public Sénat. Bienvenue Fabien. Les auditions de la commission d'enquête du Sénat sur la crise Covid ont commencé. Zoom sur le Grand Est. Le Grand Est, point de départ de l'épidémie en France et donc point de départ aussi des travaux des sénateurs. C'est logique. Marion Vigre est également avec nous. Bienvenue Marion. La commission d'enquête sur la radicalisation fait ses propositions. Vous étiez à la conférence de presse ce matin. Oui, 44 propositions ont été établies. Je vous en présente quelques-unes. Fanny Conqui fait aussi partie du club ce soir. Bienvenue Fanny. Bonsoir. Retour avec vous sur cette décision de la Cour de cassation qui concerne les conditions de détention indignes. Et elle est historique cette décision. Oui, effectivement, s'il est prouvé qu'un prisonnier est détenu dans des conditions indignes, eh bien, il pourrait être libéré et cela pourrait concerner des milliers de détenus. Et ça change beaucoup de choses. Dans une demi-heure, notre grand débat, nous reviendrons sur les chantiers très sensibles qui attendent le nouveau gouvernement sur les questions sociales. Retraite, assurance chômage, soignants. Les soignants, ça commence à se régler. Un projet d'accord, je vous le disais, est dans les tuyaux. L'assurance chômage, c'est le Premier ministre lui-même qui décale la mise en œuvre de la réforme. En fait, le sujet le plus épineux, ce sont les retraites. Irresponsable de ne pas les réformer, nous dit Jean Castex. La priorité, c'est l'emploi, répond Laurent Berger. Nouveau gouvernement ou pas, va-t-on vers un nouveau bras de fer social? Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter ce soir. D'abord donc, ce projet issu du Ségur de la santé. 180 € de plus par mois pour les soignants et 15 000 embauches. Les premières réactions syndicales sont plutôt positives. Le document n'attend plus que leur signature. Avant de vous faire réagir sur ce sujet, précisément, Pierre Ouzoulias, on va faire le point. C'est avec Pierre-Henri Holderbaum. Après plus de 6 semaines de négociations dans le cadre du Ségur de la santé, un projet d'accord a été trouvé la nuit dernière entre les syndicats et le gouvernement. Il prévoit une revalorisation des salaires de 180 € par mois pour les métiers du paramédicaux et non médicaux. Les infirmiers comme les aides-soignants et les brancardiers verront cette augmentation en 2 temps. Une première hausse de 90 € à partir du 1er septembre et une seconde au 1er mars 2021. Un montant insuffisant pour les syndicats qui en demandent 300 €. On ne veut pas rentrer dans une discussion de marchand de tapis. La demande de 300 €, elle est liée au calcul réalisé par l'OCDE, le rattrapage salarial entre les infirmières françaises et la moyenne des infirmières des autres pays occidentaux. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas payé à la hauteur de nos compétences, de nos responsabilités, de notre engagement tout au long de l'année. Ce projet d'accord prévoit également 15 000 embauches, dont 7 500 en recrutement de personnel aux postes non pourvus et 7 500 à la création de postes. Et 7 500 postes qui actuellement ne sont pas pourvus parce que personne ne veut aller travailler dans ces endroits. Nous, notre demande, c'était augmenter de 10% les effectifs dans les hôpitaux, c'est-à-dire 20 000 infirmières de plus, et doubler dans les EHPAD. L'accord inclut aussi les hausses de certaines primes comme les jours fériés et les week-ends et une refonte des grilles. Les syndicats ont jusqu'à lundi prochain pour accepter ou non de le signer. Allons plus loin avec vous, Pierre Ouzoulias. 7,5 milliards d'euros de plus dans le budget annuel de l'hôpital à partir de 2022. Est-ce que vous saluez tout de même un geste, alors vous n'allez peut-être pas dire historique, mais un geste de ce gouvernement? Non. Je vais vous dire pourquoi. Je pense qu'il y avait une autre question préalable qui était beaucoup plus importante. Il fallait avoir un débat avec la nation et puis le Parlement, parce qu'on oublie beaucoup le Parlement dans ce qui se passe en ce moment, pour réfléchir à une question simple, c'est par rapport à la richesse produite en France, qu'est-ce qu'on doit consacrer à la santé ? Qu'est-ce que mérite la santé comme moyen public? C'est la question de base, c'est la question de fond. Et ce gouvernement nous a habitués à une critique forte des fonctionnaires, des services publics. Pendant la crise, j'ai entendu un tout autre discours.
On nous a expliqué, on a applaudi tous les soirs à 20h, les personnels médicaux. On s'est félicité que notre service de soins ait résisté, ait fait front de façon admirable et mieux que dans certains autres pays. De tout ça, il faut tirer des leçons, il faut tirer une leçon politique. C'est que notre modèle de service public, il faut le renforcer, mais surtout le maintenir dans sa logique, qui est une logique précieuse. J'entends votre demande de réflexion plus globale, mais ça aurait demandé énormément de temps. En l'occurrence, les soignants voulaient aussi des résultats très vite sur leur salaire à la fin du mois. Il y a quelque chose là pour eux. C'est concret. Bien sûr, mais je pense que c'est deux débats qui auraient pu être menés de façon parallèle. Les syndicats ont leur négociation salariale avec leur ministre de tutelle sur laquelle je ne me prononcerai pas du tout. Parce que j'estime que c'est du ressort des syndicats qui représentent leurs salariés de négocier avec le ministère les conditions de l'accord. Et ce n'est pas un parlementaire de s'introduire là-dedans. Donc il y a ce débat, et à côté, il aurait fallu un débat au Parlement. Là, il y a une commission d'enquête sur la pandémie, mais on aurait bien aimé avoir un débat d'une après-midi, ça le méritait, sur qu'est-ce qu'est le service de santé en France. Et par ailleurs, je trouve que là encore, il y a un manque d'ambition terrible. Parce que dans le problème de la santé, il y a bien évidemment le problème des personnels qui sont dans une situation dramatique. Mais il y a aussi le problème de la recherche hospitalière. On oublie la recherche hospitalière. Personne n'en parle. La recherche hospitalière, c'est une des recherches en France qui a connu le plus grand nombre de restrictions budgétaires depuis 5 ans. On a abandonné la recherche. On a abandonné la recherche biomédicale, la recherche médicale. Donc là aussi, il fallait en parler. Dans ce Ségur, qui est un nouveau Grenelle, où est Madame Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche? Elle aurait eu son mot à dire sur la recherche. La recherche a été défaillante. A été défaillante pendant cette crise parce qu'elle n'a pas eu les moyens d'aller jusqu'au bout de ses recherches. Donc, de nouveau, avec ce gouvernement, ce gouvernement fuit la réflexion globale, forte, que lui demande la nation. Qu'est-ce que le service public de la santé aujourd'hui? Et on aboutit aussitôt à des négociations qui sont intéressantes, mais qui éloignent la population et le parlementaire des vrais problèmes politiques. Et vous avez parlé de la commission d'enquête sénatoriale sur l'après-Covid. On va y revenir, c'est l'heure du club. Parce qu'effectivement, Fabien Recker, les leçons que l'on doit tirer de cette crise Covid, c'est justement le sujet central de cette commission d'enquête du Sénat. Première salve d'audition ce matin. Les sénateurs s'attardent dans un premier temps sur le cas de la région Grand Est, la plus touchée, on le sait. Et parmi les personnes auditionnées ce matin, un certain Christophe Lannelongue. Effectivement, Rebecca, Christophe Lannelongue, c'est l'ancien directeur de l'Agence régionale de santé du Grand Est. Il avait été démis de ses fonctions en avril dernier, en plein cœur de la crise, parce qu'il avait déclaré au détour d'une conférence de presse qu'il fallait maintenir un plan de restructuration prévu au CHU de Nancy. Une restructuration synonyme de suppression d'emplois, de suppression de lits. Une déclaration en fait assez maladroite en pleine épidémie, alors qu'on voyait l'hôpital français au bord de l'implosion. Depuis donc, Christophe Lannelongue a été débarqué et il incarne un petit peu le méchant technocrate coupé du terrain. En tout cas, il a servi de fusible. On pouvait peut-être s'attendre à ce qu'il se présente devant les sénateurs très remonté contre sa hiérarchie, à ce qu'il charge la direction générale de la santé ou le ministère. Alors on aurait pu s'y attendre effectivement, mais ça n'a pas vraiment été le cas. Dans un premier temps, Christophe Lannelongue a multiplié les déclarations plutôt élogieuses à l'égard de l'État central. Il a même souligné, je cite, qu'il y avait eu un pilotage national fort de la part du ministère et de la Direction générale de la santé. Ça a un petit peu agacé Bernard Jomier, rapporteur de la commission d'enquête. En fait, les sénateurs avaient un petit peu le sentiment de se faire balader. Bernard Jomier a donc rappelé à Christophe Lannelongue des propos qu'il avait lui-même tenus dans un article paru dans le journal Le Monde en date du 5 juin dernier. On écoute Bernard Jomier. Vous avez dit qu'il y a eu un dysfonctionnement majeur au niveau de l'administration centrale. Elle n'a pas réagi comme il fallait. Vous avez ajouté on était livré à nous-mêmes. On a été aidé très peu, très tard. Et quand vous parlez de la Direction générale de la santé, vous dites ils ne s'occupaient pas de notre cas. Alors, est-ce que vous confirmez ces propos? Et si c'est ça, quelle est votre définition d'un pilotage national fort? Parce que moi, là, je ne comprends pas.
Voilà, donc Bernard Jomier qui ne comprend pas. En tout cas, cette intervention a eu le mérite de déloger un petit peu Christophe Lannelongue de sa réserve. L'ancien directeur de l'ARS du Grand Est a fini par livrer quelques détails concrets sur le sentiment d'abandon de ses services vis-à-vis notamment de la Direction générale de la santé. Il a par exemple indiqué qu'il avait alerté sur le manque de masques le 17 février. Il avait alerté sa hiérarchie sans obtenir de réponse. Et ce n'est pas tout. On écoute Christophe Lannelongue. Les respirateurs, et d'ailleurs c'est des respirateurs légers, ils sont arrivés en avril. Les tests, nous avons été confrontés tout au long de ce mois de mars à des pénuries de réactifs. Et là, je pourrais multiplier les témoignages. Les masques, nous avons commencé à partir du 20 mars à recevoir des dotations qui étaient moitié moins de ce qui était nécessaire. Jusque-là, nous avons eu des dotations extraordinairement limitées. Donc, trop peu. Trop tard, nous avons multiplié les demandes et je pense qu'il faut que la Commission puisse avoir accès aux échanges qui ont eu lieu entre le centre de crise et les ARS. Donc trop peu, trop tard, dit Christophe Lannelongue. Les autorités nationales auraient mis trop de temps à comprendre la spécificité de la situation dans le Grand Est, là où l'épidémie circulait beaucoup plus fort qu'ailleurs. Et cela est bien faute d'un dialogue qualitatif, selon le fonctionnaire, entre Paris et ses propres services sur le terrain. Écoutez à nouveau Bernard Jomier, c'était à l'issue de l'audition au micro de Samia Dechir. C'est une défaillance qui est évidemment extrêmement grave, parce que quand un pouvoir sait qu'une épidémie arrive, il faut prendre les mesures. Et donc on voit bien que là, il y a un problème très clair entre le niveau national et le niveau territorial. Voilà, donc les travaux de la Commission qui ne font que débuter, mais devraient effectivement questionner en profondeur la question de la gouvernance de la crise dans les territoires. Après la région Grand Est, les sénateurs vont s'intéresser à l'Île-de-France, et ce dès la semaine prochaine, avec leurs prochaines auditions. Et on les suivra évidemment. Pierre Ouzoulias, la grande leçon de cette crise, et ça commence déjà via cette commission d'enquête, c'est vraiment la décentralisation. C'est vraiment vers cela qu'il faut aller, une gestion de crise beaucoup trop centralisée. Oui, il y a ça, mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses à retenir. Moi, je vous le dis, parce que je suis élu des Hauts-de-Seine et je suis très choqué par la carte de la surmortalité. Oui. Quand vous faites la carte de la surmortalité du Covid, c'est la Seine-Saint-Denis, c'est les communes populaires des Hauts-de-Seine. Donc cette épidémie a mis en évidence ce que tout le monde sait, mais ça l'a révélé de façon exacerbée, qu'il y a une disparité sociale par rapport à la maladie, par rapport aux soins, qui met en danger les bases sociales de notre République. Et je pense qu'il faut tirer cette leçon, qui est une leçon forte. Et on reviendra d'ailleurs sur le problème que vous allez évoquer tout à l'heure avec l'islamisme, etc., parce que les choses sont liées. Donc il faut réfléchir à tout ça. Enfin, moi, je le vis très mal. En tant que parlementaire et républicain, me dire qu'on est mort 2,5 fois plus en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs, je trouve ça terrifiant. Dans mon département, vous avez à la fois la commune très populaire de Gennevilliers et une commune un peu moins populaire qui est celle de Neuilly. Le confinement n'a pas été vécu de la même façon à Gennevilliers et à Neuilly-sur-Seine. À Neuilly-sur-Seine, ils sont confinés sur l'île de Ré. C'était agréable. À Gennevilliers, ils sont restés sur place. Et le fait qu'on se pose déjà la question de la préparation ou de l'impréparation dans laquelle nous étions face à cette crise, alors que potentiellement elle n'est pas terminée, cette crise sanitaire, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu tôt pour tirer le bilan ? Non, je pense qu'il faut commencer à réfléchir maintenant, parce que cette crise, elle a mis en évidence des dysfonctionnements majeurs de notre système de soins, mais aussi de notre société, comme je vous le disais. Après, vous avez tout à fait raison, la crise, elle est loin d'être finie. On est encore complètement dedans. Le virus circule, on l'a retrouvé dans les eaux usées parisiennes, et la pandémie peut redémarrer du jour au lendemain. C'est une évidence. Moi, je vous le dis, là encore, je suis très inquiet. Parce que je crois que les 2 mois de confinement ont été essentiels. Ils ont sauvé 60 000 vies humaines, ce qui est énorme. Mais je sens autour de moi que psychiquement, les gens ne sont pas prêts à revivre un confinement. Et que si on leur redemande maintenant de repartir sur 1 mois de confinement, les choses vont être dramatiques, très très dures.
Et Marion Vigreux, eh bien, monsieur le sénateur a fait notre transition. On va continuer avec vous. Vous allez effectivement nous parler d'une autre commission d'enquête qui, elle, a terminé ses travaux. C'est celle qui concerne la radicalisation en France. Au terme de 8 mois d'enquête, la commission a dévoilé 44 propositions. 44 propositions nées de 58 auditions menées depuis le mois de novembre par les sénateurs. 67 personnes ont été interrogées, des chercheurs, des enseignants, des responsables du milieu associatif et des ministres. Tout cela dans l'objectif de dresser un état des lieux de la radicalisation islamiste en France. Par radicalisation islamiste, que faut-il comprendre ? Eh bien, c'est le fait de faire passer les normes religieuses avant les lois de la République laïque. C'est à la demande de Bruno Retailleau et du parti Les Républicains que cette commission a été créée à l'automne dernier, à un moment où il y avait des prises de position très politisées sur le communautarisme et sur la problématique des listes communautaires qui étaient apparues notamment aux élections européennes. Reste que pour les sénateurs, il y avait matière à établir un diagnostic sur ce phénomène qui manque d'études et de données sérieuses. À noter qu'ici, on ne parle pas de terrorisme, mais davantage d'enjeux sociétaux, c'est-à-dire qu'on vient interroger l'influence de l'islam dans la vie quotidienne des Français. Et à l'issue des auditions, voilà le constat que dresse Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice du Val d'Oise et rapporteure de la commission. Oui, l'islam politique existe. Oui, le radicalisme islamique existe. Tout le monde le constate. Tout le monde dit oui, c'est un sujet. Le radicalisme islamiste est donc, aux yeux de la Commission, une réalité qu'il ne faudrait pas minimiser. Et pour s'en emparer, il y a 2 champs d'action à investir tout particulièrement. Le premier, ce sont les moyens de l'État qu'il faut renforcer. Comment ? Eh bien, en ayant davantage de moyens humains pour le renseignement, davantage de coordination entre les services pour suivre les mouvances de l'islam radical, mais aussi en rétablissant la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la réactualisation de la police des cultes et puis le traçage des financements des lieux de culte pour limiter l'influence de certains pays étrangers. Autant de propositions qui vont globalement dans le sens de celles émises par le chef de l'État. Et puis l'autre urgence, c'est la jeunesse. Oui, la Commission réclame un suivi resserré dans le domaine pédagogique car des dérives sont constatées, des chiffres le prouvent. Je vous en cite quelques-uns. Il y a tout d'abord l'augmentation du nombre d'enfants scolarisés à domicile. Ils étaient 18 810 en 2010. Ils sont près de 36 000 aujourd'hui. Leur nombre a donc quasiment doublé en 10 ans. Autre donnée, le développement des écoles hors contrat qui sont passées de 800 en 2010 à 1644 aujourd'hui. La Commission demande donc que soient renforcés les contrôles dans les écoles hors contrat, mais aussi dans le milieu associatif. Écoutez la rapporteuse. Il y a des associations sur lesquelles il y a un regard qui doit évidemment se poser parce qu'il n'y a aucune raison de financer des associations avec de l'argent public qui vont à l'encontre des règles et des valeurs de la République. Par exemple, ces associations de soutien scolaire, il faut faire attention d'abord que les gens aient la compétence, déjà, ce qui n'est pas toujours le cas, et que ce qu'on enseigne, c'est vraiment le soutien scolaire et pas autre chose. Point important pour la Commission, c'est l'accompagnement et la formation des élus, notamment des maires, sur la gestion du fait religieux et des phénomènes de repli communautaire. Certains sont parfois démunis face à certaines demandes. L'idée est donc d'avoir une ligne directrice commune pour l'ensemble du pays. Un mot de la composition de cette commission qui a pour rapporteur, nous l'avons vu, Jacqueline Eustache-Brignot, qu'on a découvert dans ses interviews. Une sénatrice qui ne fait pas l'unanimité tout de même. Oui, la sénatrice du Val d'Oise a pu faire polémique pour ses positions parfois très tranchées sur l'islam. Certains lui reprochent d'être dans la stigmatisation. D'ailleurs, dans un tweet sur ce rapport publié aujourd'hui, la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Esther Benbassa, estime que l'idée que toute la France serait touchée par l'islam radical est un mantra indépassable de la droite. D'où cette question, y a-t-il eu récupération politique dans cette enquête ? Écoutez la réponse de Jean-Marie Bockel, sénateur centriste du Haut-Rhin, qui est membre de la commission et qui a participé aux auditions. Non, une récupération politique au sens les Républicains, non. Le principe même de nos commissions d'enquête, etc., de nos travaux du Sénat, c'est d'associer des sénateurs de la majorité, de l'opposition, que les rapporteurs soient souvent issus de la majorité sénatoriale. Enfin, là, on est dans la norme des choses. Par contre, on a pu avoir dans certaines auditions des positions parfois un peu clivante. Donc moi, si vous voulez, j'ai voté un certain nombre d'amendements, j'ai exprimé un certain nombre de nuances, voire de désaccords, mais j'ai voté le rapport, qui va quand même dans la bonne direction, c'est-à-dire la reconnaissance qu'on a
une réalité française, qu'on a un problème avec la progression de l'islam radical et qu'on doit apporter des réponses françaises. Le texte a été voté à l'unanimité par la Commission. C'était ce mardi. Le rapport va être transmis au président de la République. L'objectif n'est pas d'en faire une proposition de loi, mais plutôt de l'utiliser comme base de travail pour de futures orientations. Oui, de potentiellement s'en inspirer. Pierre Ouzoulias, une commission d'enquête sénatoriale, c'est quand même un travail très sérieux, fait sur plusieurs mois. Est-ce que vous mettriez en doute ces conclusions, ces propositions, à cause d'une potentielle instrumentalisation politique? Non, ce que je regrette, c'est le champ de la commission. Je pense que se limiter à une religion, ça ne rend pas compte d'un phénomène qui est global et qui est la contestation, en effet, de certaines idées républicaines, de notre base républicaine et de la laïcité. On a parlé beaucoup des élections. Il y a des listes qui se sont présentées sur un programme religieux affirmé, mais qui n'est pas islamiste, qui est catholique. Kiwitas, qui est un parti politique, a présenté, et il l'a revendiqué, un grand nombre de listes. Il y a même une candidate qui a failli ravir la mairie de Tarascon. Vous connaissez le programme de Kiwitas? Moi, je l'ai lu sur la laïcité, je vais vous le lire. Donc, Kiwitas, parti politique, demande l'abrogation de la loi de 1905 et le rétablissement du catholicisme comme religion d'État pour l'instauration du régime social du Christ roi. Vous croyez que c'est conforme à nos idées républicaines? Moi, j'aurais aimé une commission d'enquête qui élargisse le champ et qui regarde ces autres problèmes. Mais est-ce qu'on n'est pas là face à un épiphénomène? Est-ce que la radicalisation islamiste en elle-même ne vous inquiète pas, vous? Si, toutes les radicalisations m'inquiètent, y compris les radicalisations. La radicalisation islamiste en particulier ou pas? Je ne distingue pas celle-là des autres. Elles sont fondées sur les mêmes principes qui est la négation de la République et de la laïcité. C'est considérer qu'on appartient d'abord à une religion, à une race, à un sol. Voilà, ça c'est contraire à mon idéal laïque et républicain. Même si la radicalisation islamiste peut parfois déboucher sur des actes et des actions terroristes, alors que ce n'est pas le cas d'une radicalisation chrétienne. En Allemagne, vous êtes sûr de ce que vous avancez? Je parle de la France. Moi, je regarde l'Allemagne et je me dis que ce qui arrive en Allemagne en ce moment, où les réseaux identitaires commettent des attentats, assassinent des membres d'un gouvernement fédéral, c'est des choses qui peuvent nous arriver en France. Ça m'inquiète tout autant. Parce que la résurgence d'un fascisme français, on n'est pas à l'abri. On a connu Vichy, on a connu la déportation, tout ça, ça peut revenir en France, ça m'inquiète autant que les autres. Et donc je ne fais pas de distinction entre ces identitaires de quelque bord qu'ils soient. Donc il est là le point faible de cette commission d'enquête? Bien sûr. Et ma collègue sénatrice dit lors d'une QAG au gouvernement, question d'actualité au gouvernement, qu'on a vu une avalanche de listes islamistes aux élections municipales. Le ministère de l'Intérieur, il en a recensé 10. Les listes défendues par Kiwitas, c'était 30 ou 40. L'avalanche, elle est là. Moi, je la vois là, l'avalanche. Et si ces gens-là prennent le pouvoir, moi, je finirai dans les camps, parce que c'est déjà arrivé à ma famille. Voilà. On termine avec vous, Fanny Conqui. Vous allez revenir sur une décision historique de la Cour de cassation. On en parlait en introduction. Elle rend possible donc la libération d'un prisonnier en cas de conditions de détention indignes. Et cela peut concerner beaucoup de détenus. Effectivement, on le sait, les conditions de détention en France sont souvent pointées du doigt. Le système carcéral français est parmi les derniers dans les classements européens. Et c'est d'ailleurs un sujet qu'a souligné le nouveau garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Regardez, c'était mardi lors de la passation. Bien sûr, je n'oublie pas la condition pénitentiaire. Je pense aux prisonniers, à leurs conditions de vie inhumaines et dégradantes. Je pense bien sûr au personnel de l'administration pénitentiaire que j'assure de mon indéfectible soutien. Donc c'était lors du discours de passation avec Nicole Belloubet. Le jour même, d'ailleurs, Éric Dupond-Moretti effectuait son premier déplacement de ministre et c'était à la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne. Alors sur les conditions de détention des prisonniers, hier, vous l'avez dit Rebecca, la Cour de cassation a rendu un arrêt
historique, la Cour de cassation rend possible la libération d'un prisonnier détenu dans des conditions indignes. Dans un communiqué, la Cour déclare « Regardez, il appartient au juge judiciaire de faire vérifier les allégations de conditions indignes de détention formulées par un détenu sous réserve que celles-ci soient crédibles, précises, actuelles et personnelles. » Concrètement, ça signifie quoi ? Alors très concrètement, ça signifie que si un détenu saisit un juge des libertés et de la détention pour obtenir sa mise en liberté, car il estime que ses conditions en incarcération sont indignes, eh bien le juge des libertés de la détention devra vérifier ce qu'il en est et si effectivement il est prouvé que ces conditions sont indignes, eh bien le juge devra ordonner la mise en liberté de la personne en lui imposant éventuellement une assignation à résidence avec surveillance électronique ou un contrôle judiciaire. Donc en fait, la France suit un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, en fait, en janvier dernier, la Cour européenne des droits de l'homme avait condamné la France pour conditions de détention inhumaines et dégradantes. Ce matin, la contrôleuse générale des lieux de privation et de liberté, Adeline Hazan, a réagi. Regardez, malheureusement, les prisons françaises offrent pour beaucoup d'entre elles des conditions totalement dégradées. À Fresnes, dans le Val-de-Marne, par exemple, les détenus sont à 3 ou 4 dans les cellules. Il y a des rats, il y a des punaises de lit. Le gouvernement et le législateur, prévient-elle, ont intérêt à faire vite pour rendre les conditions de détention dignes. Sinon, ce sont des milliers d'actions en justice qui pourraient avoir lieu. C'était ce matin sur France Info. Absolument, un avertissement très fort sur France Info ce matin. Du côté du Sénat, on réagit comment ? Alors, j'ai eu au téléphone Laurence Cohen, la sénatrice communiste, qui elle me disait tout à l'heure que c'est une victoire, évidemment, un pas en avant pour les droits de l'homme, mais elle disait aussi que la question, ce sont les moyens alloués à la justice, aux prisons. La question, ce sont aussi les peines alternatives à développer. La rédaction aussi a contacté François-Noël Buffet, vice-président LR de la Commission des lois, et donc lui disait que cet arrêt, effectivement, il est logique. Effectivement, les conditions de détention sont très problématiques, notamment dans les maisons d'arrêt, mais pour lui, le vrai sujet, c'est d'adapter chaque lieu privatif de liberté aux infractions et aux sanctions proposées, et surtout de créer des places. C'était d'ailleurs un engagement d'Emmanuel Macron lors de sa campagne, et c'est ce que rappelait le Premier ministre en 2017. À l'époque, c'était Édouard Philippe. La construction de 15 000 places supplémentaires de prison est un engagement fort du Président de la République. Il sera tenu. Parce que ne pas pouvoir incarcérer ceux qui doivent l'être est inadmissible. Mais aussi parce qu'il nous faut traiter dignement les détenus. C'est essentiel pour ne pas transformer les prisons en incubateurs des violences de demain. Et c'est essentiel pour nous, car c'est aussi notre dignité qui est en jeu. Alors, objectif pas tout à fait tenu, puisqu'il a été réduit de moitié. On est passé donc à un objectif de 7 000 places au lieu de 15 000 d'ici 2022. Cependant, on le sait, dans le contexte du coronavirus ces derniers mois, il y a eu 13 500 détenus en moins dans les prisons françaises. Une solution uniquement temporaire à la surpopulation carcérale. Et il y a un facteur complètement extérieur. Pierre Ouzoulias, on n'arrive décidément pas à construire des prisons. Est-ce que c'est ce qu'il faudrait faire d'ailleurs ? Moi, j'aimerais bien revenir sur le problème de fond qui est celui de... Et là, ça rejoint notre discussion sur la République et l'humanisme. Je pense que ce que dit la Cour de cassation, c'est qu'un humain, c'est un humain. Ouais. Voilà. Et quels que soient les crimes qu'il ait commis, même les plus horribles de la planète, il a le droit au respect de sa dignité humaine. Et ça, c'est quelque chose qui est intangible et qui est fondamental. Après, il faut se poser la question, les prisons, elles servent à quoi aujourd'hui ? Elles servent à punir ou à essayer de remettre sur un chemin un peu plus droit et régulier les gens qui ont commis une faute et qui y sont. C'est la question. Quand vous le dites très justement. Quand on est à 3 ou 4 dans une prison, quel est le travail de réinsertion ? Il n'y en a pas. Il est inexistant. Et puis la dernière question, c'est dans beaucoup de pays européens, on recourt maintenant à des peines de substitution où on n'emprisonne plus les gens. Et que je sache, ça n'a pas augmenté la criminalité, au contraire même, au contraire, ça l'a fait baisser. Prenez l'exemple de la France et du Texas, population à peu près identique. Vous avez 2 fois plus de prisonniers au Texas qu'en France, mais aussi beaucoup plus de criminalité. Donc c'est pas parce qu'on met les gens en prison qu'on fait baisser la criminalité. Ça, c'est une vision. Vous êtes à peu près sur la même ligne qu'Éric Dupond-Moretti, finalement, qui s'indigne lui aussi de ces conditions de détention et qui veut changer la donne. Mais je pense que quand on est avocat et qu'on est confronté, comme lui, à la condition humaine, dans ce qu'elle a parfois de plus terrible, on ne peut pas
ne pas être un humaniste. Je pense que c'est fondamental. Parce que quand on est avocat, on ne défend pas le cas particulier d'un individu. Ce qu'on défend derrière lui, c'est l'humanité, c'est le respect de l'humanité. Donc c'est tout à fait normal que je me retrouve avec lui là-dessus. Donc la nomination d'un avocat garde des Sceaux, c'est une nomination qui vous va finalement ? Moi, je me méfie du simpliste qui considère que le professionnel doit être nommé dans le ministère qui correspond à sa profession. Alors, je ne fais aucune demande pour devenir le ministre de l'Archéologie. Je vous rassure, le remaniement est passé. Mais je pense qu'on peut avoir des idées très justes sur la justice ou la culture sans être de ce milieu-là. Merci infiniment Pierre Ouzoulias d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Merci à tous les trois d'avoir fait partie de ce club. On se retrouve dans une seconde pour la suite d'ALPL. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat. Allons plus loin encore ce soir. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Voici le programme de l'émission. Dans une demi-heure, notre grand entretien. Nous recevons ce soir Olivier Schwartz. Il est le directeur de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur. On fera un point avec lui sur le niveau de propagation du coronavirus et sur les craintes à avoir ou pas pour les semaines à venir. Pas mal de médecins tirent la sonnette d'alarme sur le relâchement des Français. Qu'en pense-t-il ? Faut-il remettre des interdictions ou des obligations pour éviter un reconfinement? #ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons également en salle des conférences pour faire réagir sénateurs et sénatrices. Ce sera à votre micro, Alexandre Poussard. On parlera du projet d'accord du Ségur de la santé qui prévoit une hausse de salaire de 180 € par mois au minimum pour le personnel hospitalier. On verra ce qu'en pense la sénatrice communiste Laurence Cohen. À tout à l'heure Alexandre. D'abord notre grand débat. On va s'arrêter ce soir sur la politique sociale du gouvernement. La nouvelle équipe a 3 gros chantiers. Le système de santé, et on voit que la réforme avance. L'assurance chômage, on sait que Jean Castex préfère décaler sa mise en œuvre. Et bien sûr le dossier ultra sensible des retraites. Explosif, dit même Philippe Martinez. Et celui-là, il est loin d'être réglé. Les syndicats n'en veulent plus, pas la priorité pour eux, et cela va diviser le pays. Emmanuel Macron a-t-il raison de persister? On ouvre le débat dans un instant. D'abord, retour sur les consultations qui ont repris, vous le voyez, à Matignon. C'est avec Jérémy Heinzmann. Premier test plutôt réussi pour Jean Castex. Reçu un par un à Matignon, les partenaires sociaux ont d'abord salué l'attitude du Premier ministre, davantage ouvert au dialogue que son prédécesseur. Changement d'homme, changement de style. Sur le fond, ça sera aux actes qu'on jugera, donc on verra. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Sur la façon de dialoguer, c'est extrêmement direct avec ce Premier ministre, c'est interactif. Hier, devant le Sénat, Jean Castex se montrait pourtant ferme, notamment sur le dossier sensible de la réforme des retraites. Refuser de parler des retraites lorsque l'équilibre des comptes et donc la sauvegarde du système actuel se trouve compromise serait irresponsable. Réponse unanime des partenaires sociaux. En pleine crise économique, l'heure n'est pas aux discussions sur l'équilibre des régimes de retraite, ni cet été, ni à l'automne. On a un sujet d'emploi, un sujet de salaire, un sujet de financement des régimes sociaux, mais tout ça, ça va de pair. Mais c'est pas ce sur quoi je ne suis pas d'accord, c'est qu'on se concentre sur les retraites pour nous enfermer dans une espèce de piège qui serait celui qu'il n'y a pas d'autre solution finalement que de revenir sur les questions d'âge. Priorité donc à la protection de l'emploi, à l'intérieur d'un plan de relance économique souhaité pour la fin de l'été. Dans beaucoup de secteurs, il y a une forme de dynamisme entrepreneurial, en particulier dans les PME, qu'il faut encourager. Et les acteurs économiques, ils ont besoin d'entendre de la bouche du Premier ministre le fait que ça y est, le plan de relance est acté, il va arriver dans les entreprises et dans les ménages. Reste à définir la méthode et le calendrier. C'est l'objectif du prochain rendez-vous avec le Premier ministre, une réunion multilatérale le 17 juillet. Allons plus loin donc dans le grand débat. Avec nous ce soir Bertrand Martineau, bienvenue. Vous êtes économiste et membre de l'Institut Montaigne, un think tank libéral. Isabelle Moreau, bienvenue à vous également. Vous êtes directrice Bonjour. De la rédaction du pôle social de l'AEF, Agence Éducation Emploi Formation. Thierry Fabre est également avec nous, bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef à Challenge, le magazine qui fait sa une sur le classement des 500 plus grandes fortunes de France. Leur patrimoine a encore augmenté dans le climat social que nous connaissons et que nous allons connaître dans les mois à venir. Ce sera intéressant de se pencher
sur les chiffres durant ce débat. C'est ce que nous ferons bien sûr. Avec nous également, mais à distance, Marc-Olivier Padis, bienvenue. Vous êtes directeur des études à Terra Nova, un think tank progressiste. Merci à tous les 4 d'être ici. Le gouvernement remet sur le tapis la réforme des retraites. Les syndicats lui répondent non, ce n'est pas l'urgence, la priorité c'est l'emploi, ça va diviser le pays. Qui a raison, qui a tort, Bertrand Martineau? Ah là là, enfin, c'est facile de répondre ça, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'une réforme des retraites, évidemment. Le sujet des retraites, il est essentiellement financier. On le savait déjà avant. Il est financier et il y a la question de l'âge du départ à la retraite, qui est, vous savez, le plus tôt de tous les pays de l'OCDE. Donc, il y a un sujet financier, il y a un sujet de départ à la retraite. Donc, si c'est pour remettre ce sujet au goût du jour, effectivement, c'est peut-être une bonne idée. Est-ce que c'est le bon timing? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire une réforme difficile financièrement du système de retraite quand le chômage explose et quand on est dans cette situation de crise sociale et à 18 mois de la fin d'un quinquennat? Ça va être quand même assez difficile. Mais sur le fond, vous diriez qu'il a raison de remettre ça sur Alors, sur la partie financière. Alors, maintenant, sur le grand système universel par points, je pense que là, il n'y a vraiment pas urgence. C'est-à-dire que c'est un sujet assez compliqué, avec beaucoup de gagnants, beaucoup de perdants. C'est assez compliqué comme système. Moi, j'ai peur simplement que dans le contexte actuel, si on veut absolument à toute force faire passer ce fameux système universel par points, ça va coûter très très cher, parce qu'il va falloir en fait acheter les opposants, c'est-à-dire faire des compensations financières, ça va coûter extrêmement cher, et puis probablement il va falloir faire plein d'exceptions, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein de régimes qui vont échapper au système, et ce système finalement n'aura d'universel que le nom. Donc voilà, je pense qu'il y a un bilan coût-avantage qu'il faut sérieusement évaluer avant de se lancer à corps perdu dans la bataille. Isabelle Moreau, Jean Castex a pourtant été très clair hier au Sénat lors des questions au gouvernement. Refuser de réformer les retraites serait irresponsable. Alors effectivement, il a dit que c'était irresponsable. Après, donc aujourd'hui et demain, il rencontre l'ensemble des partenaires sociaux. D'ailleurs, il balaye assez large parce qu'il y a 14 réunions qui sont organisées. Il reçoit également Solidaire, qui en général n'est pas convié à ce type de réunion. Je pense qu'il a envie d'écouter un peu ce que disent les partenaires sociaux. C'est vrai qu'il parle de cette réforme. Cette réforme, elle était engagée juste avant le confinement. Je pense que le gouvernement et Emmanuel Macron gardent ça à l'esprit, et c'est un peu en travers de la gorge, même s'il y a eu quand même des grandes manifestations, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Je pense que sur les retraites, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tant le patronat que les organisations syndicales n'en veulent pas. Quand vous écoutez Geoffroy Roux de Bézieux, quand il est sorti de sa réunion, de sa rencontre avec le Premier ministre, il a dit la même chose. L'U2P, c'est tout ce qui est artisan, on dit la même chose. Donc pour l'instant, il y a un front commun quand même des organisations syndicales et patronales contre la remise sur le tapis de cette réforme. Après, je suis d'accord avec Bertrand Martineau, il y a l'aspect quand même financier. Il y a un déficit qui est absolument énorme, qui atteint, je crois, les 30 milliards d'euros, et alors que c'était à peu près 4 avant la crise. Donc, il faudra faire quelque chose. L'âge pivot, on est d'accord, ça ne passera plus du tout. Par contre, il y aura, on connaît tous les paramètres pour réformer les retraites. Ils sont connus, lesquels ils vont actionner. Et effectivement, il y a tout ce qui est durée de cotisation qui semble quand même assez important. Et pourtant, il insiste, Emmanuel Macron. Et puis, c'est un peu dans cette idée d'on efface tout et on recommence, on reprend tout à zéro, alors qu'il y a quand même eu 2 ans de discussion, notamment avec M. Delevoye, Thierry Favre. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, pourquoi il insiste? Avec tous les arguments qui ont été avancés sont totalement pertinents. C'est pas le moment. Personne n'en veut. Et il insiste. Je pense que la raison de fond, c'est qu'il a envie d'arriver à la fin de son quinquennat en ayant toujours cette image de réformateur. S'il ne réforme pas les retraites, s'il ne réforme plus l'assurance chômage qu'il a mis entre parenthèses, qu'est-ce qu'il va lui rester comme réforme à afficher? Et il a lancé tout son quinquennat sur le Macron réformateur. Cette réforme, elle est effectivement très compliquée, mais enfin, elle corrige beaucoup d'inégalités aussi. Il y a des régimes spéciaux qui perdureront si on ne fait pas cette réforme. Donc, sur le fond, il y a quand même une justification à essayer de la faire ou au moins de la mettre sur les rails. Mais effectivement, ce n'est pas le bon moment. Et s'il fait la réforme à moitié, c'est-à-dire s'il fait uniquement le financier, comme vous dites, alors là, ce sera assez catastrophique pour lui. C'est-à-dire ce sera uniquement le gestionnaire, alors qu'il avait promis de réformer sur le fond. Et là, il est pris, si vous voulez, le Covid a fait exploser son programme de réforme, qui était quand même sur les rails, même si c'était très difficile pour les retraites. Mais il y va quand même. Mais il était à 2 doigts de passer, elle était votée avec le 49.3, et boum, l'épidémie fait exploser son programme, et il n'admet visiblement pas de s'arrêter. Mais sauf qu'on n'arrive pas à comprendre comment il peut
la mener jusqu'au bout, parce que ce que vous avez dit est tout à fait pertinent, c'est-à-dire que pour la mettre jusqu'au bout, il y aura des compensations dans tous les sens, les enseignants, les avocats, enfin c'est... Alors, il y en a un qui nous dit que c'est le bon moment, c'est Gérard Longuet. On va l'écouter, ainsi que Julien Bayou, le patron d'Europe Écologie Les Verts, qui évidemment critique cette démarche. Écoutez. Pendant le confinement, le président de la République avait dit c'est un sujet dont on parlera plus tard. Mais plus tard est arrivé, c'est-à-dire maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut en effet apporter une réponse, parce qu'on ne peut pas indéfiniment tirer des chèques sur l'avenir sans se soucier de qui va les provisionner. C'est quand même lunaire qu'après un discours aussi lyrique en avril, que le président nous a dit plus rien sera comme avant, la santé doit sortir du tout marché et l'environnement c'est pareil, et ainsi de suite, on nous dise en fait on revient avec cette réforme des retraites où l'idée sous-jacente et la capitalisation et le fait de confier vos retraites à des fonds d'investissement qui vont spéculer avec. Voilà, tous les deux invités de Bonjour chez vous ce matin, notre matinale sur Public Sénat. Marc-Olivier Padis, maintenant ou plus tard ? Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, plutôt plus tard. Je ne comprends pas que le Premier ministre dise dans un discours que notre système est compromis. Ce n'est absolument pas le cas. Notre système tient la route. Évidemment, il y a encore des équilibres à trouver, mais pas dans l'urgence. Et surtout, ce qui est mauvais, c'est que de dire ça, en fait, c'est un message anxiogène, alors qu'aujourd'hui, au moment où en fait l'économie doit repartir, il faut plutôt envoyer des messages de confiance aux ménages, parce que pendant le confinement, les ménages n'ont pas consommé. À la fin de l'année, en décembre, on estime qu'il y a 100 milliards que les ménages n'auront pas consommé, qu'il faut remettre dans l'économie par leur consommation, qui reprennent une activité pour relancer la machine. Et si les ménages n'ont pas confiance, eh bien, ils ne vont pas dépenser cet argent et l'activité va toujours être très faible. Donc c'est assez difficile de comprendre pourquoi le Premier ministre envoie un message anxiogène comme ça, et c'est aussi difficile de comprendre pourquoi le président de la République ne s'est pas mis d'accord avec le Premier ministre en amont, parce qu'on sait qu'il y avait eu un conflit entre Matignon et l'Élysée sur cette réforme des retraites, puisque le programme d'Emmanuel Macron, c'était une réforme de justice sur la philosophie avec la réforme à points, etc. Et que c'était Édouard Philippe, en tant que Premier ministre, qui avait introduit cette idée qu'il fallait en même temps faire l'équilibre des comptes avec l'âge pivot. Or, les deux, on ne peut pas faire les deux en même temps. C'est trop explosif. Et donc, c'est difficile de comprendre pourquoi ils ne se sont pas mis d'accord en amont sur un sujet aussi important. Le Premier ministre et les syndicats, on l'a compris, ne sont pas tout à fait d'accord sur les priorités. Cela dit, le climat était assez cordial ce matin. Je vous rappelle juste les mots de Laurent Berger. Nous avons eu une réunion très franche, très ouverte. Il a dit clairement qu'il ne voulait pas nous contourner. On jugera aux actes, on est plutôt partant. Est-ce que, Bertrand Martineau, la forme est aussi importante dans ce genre de négociation et que peut-être ça pourrait finalement passer grâce au style Castex dont on dit qu'il est très fort sur le dialogue social ? Alors, la forme est très importante, mais très rapidement, nous allons être rattrapés par des questions de fond. La question des retraites est quand même essentiellement un sujet financier. On a une impasse financière colossale sur les retraites. On a un problème macroéconomique de départ trop tôt à la retraite en France. Encore une fois, c'est un sujet très important. Je doute fort que les syndicats, y compris les plus réformistes, topent sur une réforme socialement difficile à accepter, surtout dans un contexte d'explosion du chômage. Donc, qu'il y ait la forme, que le Premier ministre soit prêt d'ailleurs à faire des efforts financiers en termes de compensation pour compenser les perdants, pour augmenter les petites retraites, pour sauvegarder un certain nombre de régimes spéciaux qui pourraient y perdre trop fortement, etc., c'est une chose. Mais quand on va rentrer dans le dur, dans un contexte social quand même par ailleurs tendu sur d'autres sujets, je doute que la forme suffise. Il va quand même y avoir un problème de fond. Et on va vers une opposition entre le Premier ministre et le Président à nouveau, comme le disait Marc-Olivier Padis ? Alors ça, j'en sais rien du tout. Je vous avoue que sur ce sujet, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on sait de Jean Castex ne nous éclaire pas sur ce qu'il pourra vouloir dans cette réforme ? Je ne sais pas. Pour l'instant, ce que je note aussi, c'est que ça a été plutôt cordial. C'est ce que vous disiez. Même Philippe Martinez, à la sortie, a reconnu que l'ambiance était intéressante. Il a été très touché que le Premier ministre l'appelle le lendemain de sa nomination. Après, il dit exactement la même chose que vous. Quand on va rentrer dans le dur, on a eu des promesses. En gros, calinothérapie, on vous écoute, mais finalement, après, on fait autre chose. Donc, on verra bien. Parce que là, il y a quand même la semaine prochaine 3 dates qui vont être importantes. Il y a le 14, le discours... l'interview du président de la République, le lendemain, le discours de politique générale du Premier ministre, et
aussi la multilatérale avec le Premier ministre et les organisations syndicales. Donc là, on arrive dans une séquence qui est quand même très très importante pour le gouvernement et je pense aussi pour le Premier ministre qui va devoir marquer des points. Alors, comment va-t-il faire? J'avoue que je n'en sais rien et je pense que je ne sais pas si... On le connaît pourtant, Jean Castex. Alors on le connaît sans le connaître. La droite, on a une petite idée quand même de son idéologie. Oui, alors droite sociale quand même, parce que c'est vrai qu'on dit à chaque fois qu'il était dans le cabinet de Nicolas Sarkozy. Après, c'est quelqu'un quand même qui est apprécié par les partenaires sociaux. C'est pas quelqu'un qui est quand même rigide, c'est quelqu'un qui est dans l'écoute. Alors effectivement, une méthode ne fait pas une politique, mais peut-être qu'il faut attendre un petit peu et puis après on verra les sujets. Mais je pense que s'il démarre avec la retraite, ça va être compliqué. Ce que les gens attendent, c'est l'emploi, les jeunes, parce que ça aussi, c'est quand même la grosse question. C'est ce que lui ont dit les syndicats ce matin d'ailleurs. Il faut avoir en tête un élément important, c'est qu'en ce moment, c'est la grande distribution de milliards. Et on ne... qui est adoubé par tout le monde. J'ai assisté au Davos français ce week-end avec tous les économistes, les gouvernants de ce monde. C'est extraordinaire de voir les gouvernants très libéraux dire mais il faut dépenser. La crise est trop grave. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on commence à s'intéresser à l'aspect financier des retraites, ça ne va pas être un plan d'économie rigoureux. Ça peut être... un allongement de la durée de cotisation, certes, mais avec des compensations sur beaucoup de catégories, sur les basses retraites, enfin, avec quelque chose qui peut coûter plus cher finalement. En ce moment, vous savez, la crise est tellement grave, le choc est même pire que 1929, que les gouvernements, regardez ce que fait le gouvernement allemand, dépensent sans compter. Donc il ne faut pas s'attendre, même si c'est que le volet financier, à un plan rigoureux où on essaye de revenir dans les clous, même si le déficit était atteint 30 milliards d'euros. Marc-Olivier Padis. Oui, alors ce qu'on entend dans ce que dit Laurent Berger, c'est qu'effectivement, la CFDT était attachée à cette réforme parce que c'est une réforme, c'est la réforme systémique du système, de la philosophie générale, celle qui pourrait reposer sur un système à points. Elle pouvait être favorable pour des gens qui ont des petites retraites, qui ont des carrières discontinues, et donc il y a quand même certaines catégories qui pourraient gagner à cette réforme. Et donc c'est pourquoi peut-être ça pourrait valoir la peine d'aller jusqu'au bout. Mais le problème dans une réforme comme celle-là, c'est qu'on entend crier très fort ceux qui sont les perdants, par exemple les avocats ou d'autres catégories, les profs, et on n'entendra pas ceux qui seront les gagnants parce qu'ils ne se rendront compte que dans quelques années. Et peut-être. Les agriculteurs qui, eux, avaient bien dit qu'ils étaient les gagnants. Oui, alors, effectivement, ça c'est. Et tout ça est sur un calendrier très très décalé. Et donc, c'est difficile à gérer. Alors, est-ce que la stratégie, ce serait de négocier maintenant pour un calendrier qui sera étalé sur, je ne sais pas, jusqu'au début des années 2030. Est-ce qu'il y a vraiment un gain politique si important que ça? Je ne pense pas que ce soit fondamental pour Emmanuel Macron, contrairement à les échos qu'on a à la presse, de dire, voilà, c'est un président courageux, réformateur, il aura fait ça. Je ne suis pas sûr que son bilan se joue là-dessus. Il a quand même déjà bien d'autres actifs dans son bilan. Le nouvel exécutif ne veut a priori donc rien céder sur le calendrier des retraites. En revanche, des gestes sont faits sur les deux autres dossiers sociaux du moment. Jean Castex accepte par exemple de décaler la mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage. Il l'a fait savoir hier. Et puis le geste le plus fort des dernières heures, c'est peut-être le milliard de plus pour les soignants. À peine arrivé, le nouveau Premier ministre a fait monter l'enveloppe du Ségur de la santé à 7,5 milliards d'euros. Est-ce à dire que nous sommes dans une phase 3 du quinquennat plus sociale? Vous allez me répondre dans un instant. On va d'abord voir ce qu'en pense Laurence Cohen. La sénatrice communiste est en salle des conférences avec Alexandre Poussard. Laurence Cohen, ce projet d'accord du Ségur de la santé prévoit une hausse de salaire de 180 € par mois au minimum pour le personnel hospitalier. Est-ce que pour vous, c'est un effort historique? Alors non, je pense qu'il faut faire attention aux mots que l'on emploie. C'est un pas positif qui est dû d'abord à la mobilisation des personnels eux-mêmes qui se battent depuis plus d'1 an et demi pour obtenir des augmentations de salaire, revalorisation de leur carrière. Et je vous rappelle quand même qu'ils demandent 300 € tout de suite. Là, c'est 180 € et c'est en 2 temps, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord avoir 90 € en septembre, je crois, et en mars, 90 € à nouveau. Donc, les personnels qui se sont mobilisés pendant le Covid, ils n'ont pas dit on va se mobiliser en 2 temps. Ils se sont mobilisés tout de suite, on a pu compter sur eux tout de suite. Donc, je pense qu'il faut encore que le gouvernement fasse un effort. Et pourtant, quand on écoute certains syndicats qui représentent ce personnel, comme la CFDT, Force ouvrière, eh bien, ils saluent un effort ambitieux.
Mais saluer un effort, moi je salue un pas positif, mais de là à dire que c'est ambitieux, ça ne répond pas à l'attente des personnels. Je suis parmi les parlementaires celle qui va dans les hôpitaux à la rencontre des personnels hospitaliers. Je l'ai fait avec mon groupe et mes homologues au niveau de l'Assemblée nationale dans un tour de France qui a fait qu'on a construit avec les syndicalistes, avec les usagers, des propositions d'urgence pour l'hôpital. Et les demandes, c'est 300 €. Alors ce projet d'accord prévoit également la création de 15 000 postes dans le monde hospitalier. Là aussi, en termes d'effectifs, c'est important. Alors écoutez, je pense que, en tout cas, le ministre commence à entendre une petite revendication, une grande revendication des personnels, c'est-à-dire qu'à la fois il faut respecter le travail qu'ils font et donc il faut valoriser leur salaire et il faut plus de création d'emplois. Sur les 15 000 emplois qui sont créés, il faut être aussi très attentif et bien regarder de quoi on parle. Il y a un certain nombre de postes, je crois que c'est la moitié, qui ne sont pas pourvus, donc qui n'étaient pas pourvus aujourd'hui, et simplement que le ministre met dans la négociation. Là encore, pour rappel, la revendication des personnels pour répondre effectivement aux besoins en termes de santé, je vous rappelle que c'est 100 000 emplois au niveau de l'hôpital et c'est également 100 000 emplois au niveau des EHPAD, ce qui correspond d'ailleurs dans les EHPAD, ils le demandent sur 3 ans. Donc on voit bien là, si vous voulez, c'est pour ça que quand vous me dites ambitieux et puis une négociation historique, je vous réponds non. D'accord, donc juste un pas positif, mais pas un effort ambitieux. Merci beaucoup, Laurence Cohen, d'avoir répondu à mes questions. Il va se faire gronder, notre Alexandre. Bertrand Martineau, ça ne suffit pas a priori pour Laurence Cohen, mais pourtant, a priori, aucun gouvernement n'avait fait de tels gestes. Mais ça prouve que ça ne suffira jamais. Il n'y a jamais assez de dépenses publiques. Il n'y en a jamais assez. Voilà. Alors dans un contexte où l'argent est magique et gratuit, et monétisé par une banque centrale, on peut aller très loin. Donc 7,5 milliards, c'est beaucoup, mais on aurait pu dire 9 milliards, 10 milliards, 12 milliards. À la limite, ce sont des chiffres qui ne veulent plus rien dire. Bon, donc c'est un problème global de finances publiques. Les débats, là, on parle évidemment d'emploi, de chômage, de retraite, etc., sous un prisme très social. Mais les sujets de 2022, 2023, 2024, ce seront des problèmes de finances publiques. On va être assailli par un problème de finances publiques absolument dramatique. Bon. Donc, voilà pour le... Ça veut dire volume. que c'est trop, là, par exemple? Mais c'est ni trop ni pas assez, c'est pas le sujet. On n'a plus de problème de finances publiques dans ce pays en ce moment parce que la dette est monétisée, mais ça ne peut durer qu'un temps. Bon. Donc, il y a un moment où il va falloir atterrir sur tout ça. Et la question, c'est comment on finance ces 7 milliards. Et je suis désolé, mais il faudrait quand même aussi parler du financement. D'où vient cet argent? C'est une augmentation d'impôts? Pourquoi pas? Parlons-en, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'impôts dans ce pays. On peut peut-être augmenter les impôts. On peut peut-être... Enfin, je veux dire, il faut trouver des solutions de financement. Bon. Donc on ne parle pas de financement, c'est quand même dommage. Et tant qu'on ne parle pas de financement, je suis incapable de vous dire si 7 milliards, 8 milliards, 9 milliards, c'est bien ou mal. La question de savoir comment on le finance. Quelles sont les dépenses publiques qu'on supprime en face? Quel choix on fait? Quel choix stratégique on fait? Et ça, ce n'est pas dit. Je regrette aussi qu'on ne dise pas, qu'on ne parle pas suffisamment d'organisation du système, de gouvernance, d'articulation entre le secteur public et le secteur privé, entre l'articulation entre l'hôpital et la médecine libérale, qu'on ne parle pas de temps de travail, qu'on ne parle pas d'évolution professionnelle des soignants avec des carrières qui sont très bloquées. Ça fait l'objet de discussions au Ségur de la Santé. Oui, mais c'est très typique. On met en avant une fameuse enveloppe qu'on débloque. Vous savez, en France, on débloque des enveloppes. Et les enveloppes sont bloquées. Puis heureusement, il y a des politiques qui débloquent des enveloppes. Donc là, on parle d'un déblocage d'enveloppe de 7 milliards, alors que les spécialistes savent très bien que la question de l'hôpital ne se résume pas, évidemment, à une question de déblocage d'enveloppe. Alors cela étant, si vous voulez me faire dire que les niveaux de salaire sont insuffisants, oui, ils sont insuffisants. Mais il faudrait peut-être se poser la question de pourquoi ils sont insuffisants, pourquoi les carrières sont bloquées, pourquoi l'ambiance à l'hôpital est aussi mauvaise, pourquoi la gouvernance est aussi mauvaise. Et puis peut-être parler aussi de la question du temps de travail. Il faut tout mettre à plat. Mais prendre le sujet par je débloque une enveloppe de 7 milliards, peu importe que ce soit 7, 5, 9 ou 10, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de mettre en avant une réforme systémique. Isabelle Moreau. Alors quand même, dans le projet d'accord qui est soumis à l'acceptation ou non des organisations syndicales, ils ont jusqu'à lundi pour dire s'ils sont d'accord ou pas ou s'ils signeront, il y a quand même des aspects sur le temps de travail. Donc il n'y a pas que cet aspect financier. Donc vous avez raison sur l'aspect finances publiques qui est important et on le disait tout à l'heure, aujourd'hui tout le monde dépense. Donc sur cet aspect-là, c'est quand même un mouvement qui est quand même ancien. Et là, à la décharge du gouvernement, il ne pouvait pas faire autre chose que de débloquer de l'argent. Alors oui, on est à 180 € net, bon, pas les 300, 160 pour les personnels des cliniques qui sont privées.
c'est quand même quelque chose, c'est un geste. Après, à la sortie, c'est vrai que CFDT, Force ouvrière, trouvait que le gouvernement avait fait un geste. Est-ce que ça suffira ? On verra, ce sera lundi. Mais on ne pouvait pas non plus ne pas proposer quand même ce type de prime, surtout que le chef de l'État s'y était engagé lui-même. Thierry Fabre, est-ce que c'est un geste qui dit quelque chose de cette phase 3 du quinquennat qu'on attendait plus sociale ? Alors, évidemment, puisqu'il a pris conscience, enfin, le président a avoué que ses précédents plans n'étaient pas à la hauteur. Donc, c'est une forme de mea culpa. Et là-dessus, je nuancerai ce que vous dites sur le côté financement, parce que on a quand même réalisé dans notre système de santé que l'hôpital était sous-financé et que justement les personnels hospitaliers étaient sous-payés par rapport à nos voisins. Ça, c'est l'OCDE qui le dit. Donc clairement, il y a un problème aussi de moyens. Et ça, c'est un problème c'est-à-dire on a beaucoup plus financé la médecine de ville relativement que l'hôpital. Donc il y a eu un système de gestion un peu bête et méchant qui a serré la vis à nos hôpitaux et qui a fait des catastrophes. C'est un révélateur de la crise. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, mettre des milliards sans toucher à l'organisation, ça ne fera pas tellement avancer le schmilblick. Parce que la crise a révélé toute la bureaucratie sanitaire extraordinaire. On a eu plein d'exemples sur les tests. Ça va bouger quand même. Les verrous ont sauté pendant la crise, justement. Ça va bouger. Les verrous ont sauté pendant la crise. Enfin, les verrous, c'est ce qui a prouvé que c'était possible. C'est-à-dire, la crise a révélé. C'est-à-dire, quand on voit que le temps qu'il a fallu pour homologuer certains tests, on voit bien que le système ne fonctionne pas. Et donc, nous, on a fait une enquête sur la bureaucratie à l'hôpital, mais des tas d'exemples nous sont remontés de gestion des ARS, de problèmes entre cliniques privées et hôpitaux. Et si ça n'est pas réglé, effectivement, mettre beaucoup plus d'argent ne va pas résoudre. Ce ne sera pas vraiment plus efficace. Et c'est toute la difficulté du job, parce que mettre de l'argent, c'est facile, en fait. C'est ce que j'allais vous dire. Et dire, on rattrape le retard. Surtout quand on ne sait pas comment c'est financé. Mais bon, là, le financement, c'est un autre problème. Mais après, c'est un grand problème. Mais après, si vous voulez, en ce moment, tout le monde dit, les taux sont à zéro, la crise est trop grave, et il faut dépenser pour qu'on remonte la pente. On est à moins 10% de PIB, il faut absolument qu'on remonte. Donc, on ne se pose pas la question dans l'année qui vient. Effectivement, on se la posera plus tard. Mais là, pour que l'argent investi à court terme, qui est important, soit efficace, c'est effectivement se mettre dans la gestion difficile. C'est difficile de déverrouiller, de réformer les ARS. Enfin, c'est un travail assez ingrat, mais s'il n'est pas fait, ça ne servira à rien. Marc-Olivier Pady, c'est un peu dangereux de la part du gouvernement de distribuer comme ça quelques milliards sans parler du financement ? Alors c'est vrai que ça crée un peu une impression qu'on a fait par le passé des efforts de gestion qui ne se justifiait peut-être pas, parce qu'aujourd'hui, tout semble facile, l'argent coule à flot et on ne parle pas de remboursement, de financement. Donc ça peut créer des malentendus, un malaise sur, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on nous demandait hier des efforts qui ne sont plus nécessaires aujourd'hui. Et ça, c'est vrai que ça peut être une source d'inquiétude. Moi, je voudrais ajouter un mot sur ce qui a été dit sur l'organisation et le financement. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un effort à faire sur le salaire, notamment des infirmières, des aides-soignantes, etc. Parce que, comme on l'a dit, on peut dire « je crée 15 000 postes ». Ça ne veut pas dire grand-chose, parce que, comme l'a dit la sénatrice Laurence Cohen, le problème, c'est les postes non pourvus. Il y a des postes aujourd'hui, même à Paris, d'infirmières-chefs qui ne sont pas pourvus. Pourquoi ? Bon, parce que les salaires ne sont pas assez attractifs, mais aussi parce qu'on a une pénurie de personnel médical qui n'est pas propre à la France. Tous les pays européens sont en pénurie. Et même, c'est une pénurie mondiale, en fait. On n'a pas assez de personnel soignant, de médecins à l'échelle mondiale, et ce qui fait qu'on fait venir dans les pays européens des médecins d'autres pays qui, du coup, se retrouvent affaiblis d'un point de vue sanitaire, etc. Mais si on regarde plus finement, en fait, il n'y a pas simplement un manque de personnel, il y a un manque de temps médical. Et là, on touche à la question de l'organisation, c'est-à-dire qu'on demande au personnel de soins trop de temps passé à faire de la bureaucratie, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est libérer du temps médical, que les médecins et les infirmières soient vraiment consacrés, enfin eux ils le sont personnellement, mais qu'ils puissent se consacrer comme ils le souhaiteraient et autant qu'ils le souhaiteraient à des tâches médicales. Et là, on touche à l'organisation. Je dirais juste un dernier mot sur les dépenses. L'Allemagne dépense moins que nous pour l'hôpital, et pourtant tout le monde a vu dans la crise récente que l'Allemagne s'en était mieux sortie que nous dans la gestion de la crise, la prise en charge des malades, etc. Donc il y a bien une question d'organisation à régler. Majeure, inédite, historique, voilà les mots qu'on entend sur cette crise économique et sociale dans laquelle on est en train d'entrer. Et c'est dans ce contexte que vous publiez chez Challenge, Thierry Fabre, le classement des 500 plus grandes fortunes de France. Si je résume, leur patrimoine a encore augmenté,
Vous me dites si je me trompe, hein. Il est à 730 milliards d'euros et Bernard Arnault passe la barre des 100 milliards. Alors on aurait pu penser que la crise Covid aurait un peu affaibli financièrement ces grandes fortunes. C'est pas du tout le cas. C'est pas le cas parce que finalement certains ont pâti de la crise. Dans des secteurs comme l'hôtellerie, la restauration, c'est catastrophique, mais d'autres en ont profité. Il faut bien voir que les fortunes de la tech, par exemple, dans le numérique, ont vu leur valeur augmenter en bourse parce que l'activité a encore progressé. Ce qui fait que le phénomène qu'on observe à Challenge depuis 20 ans, puisque ça fait même 25 ans qu'on fait ce classement, cette extraordinaire concentration des richesses dans le haut du tableau, ça s'accentue malgré la crise. Il faut voir qu'en 2008-2009, la richesse des 500 plus grosses fortunes avait baissé de 30% à l'époque. Cette fois-ci, elle résiste. Donc le phénomène s'accélère et va créer évidemment le débat sur faut-il les taxer. Absolument. Parce que c'est quand même un problème mondial. Toutes les études d'économistes montrent qu'il y a une concentration de la richesse. La richesse va vers le capital. Et donc, la question, c'est que fait-on ? Absolument, ce qui repose effectivement la question d'une fiscalité plus lourde pour les plus fortunés. C'est ce qu'a fait Odoxa pour votre magazine, pour Challenge. Plus des 3/4 des Français, 76%, soutiennent l'idée d'un impôt spécifique pour les plus riches. Bertrand Martineau, bonne ou mauvaise idée ? Je ne sais pas si, dans le contexte actuel, la question, c'est d'augmenter les impôts. Je ne suis pas tout à fait sûr. Je crois qu'il faudrait peut-être reprendre le sujet à la base. Une raison pour lesquelles les patrimoines s'envolent, c'est quand même le niveau des taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on a une politique monétaire depuis maintenant pas mal d'années, depuis une dizaine d'années, qui est extraordinairement accommodante, avec des taux d'intérêt très bas. Et quand les taux d'intérêt sont très bas, eh bien... on investit dans l'immobilier. Oui, et puis surtout, le prix des actifs, qu'ils soient immobiliers ou financiers, est artificiellement maintenu élevé. Bon. Je vais donner un exemple quand même qui est frappant, qui montre quand même que les marchés financiers fonctionnent très très mal. L'indice phare américain, le Standard & Poor's 500, c'est-à-dire les 500 plus grosses capitalisations, dans laquelle il n'y a pas que la tech, il y a toutes les entreprises traditionnelles qui se sont effondrées pendant la crise. Et le Standard & Poor's 500 a retrouvé son niveau de la fin 2019. C'est-à-dire comme s'il ne s'était rien passé. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous avez des taux d'intérêt à zéro, vous vous endettez pour acheter des actions. Et d'ailleurs, c'est les entreprises elles-mêmes qui s'endettent pour acheter leurs propres actions, ce qui est financièrement alors vraiment tout à fait toxique. Bon, donc on est dans une bulle quand même, globalement, qui est entretenue par l'ensemble des politiques monétaires internationales, qui est extrêmement favorable à la croissance des actifs. Donc, avant de penser à taxer, il faudrait peut-être réfléchir sur l'impact des politiques monétaires, sur le creusement des inégalités de patrimoine, parce que le prix des actifs est maintenu artificiellement bas. Sauf que les Français voient les choses assez simplement. Isabelle Moreau, ils voient des plus grandes fortunes qui augmentent et ils se demandent pourquoi on n'irait pas chercher l'argent chez eux. Effectivement, l'équation, elle est simple pour certains et pas que chez des personnes qui sont plutôt démunies, parce qu'on entend aussi des responsables de haut niveau demander une taxation effectivement des plus riches. C'est vrai que là, on assiste, alors c'est vrai que votre classement est assez intéressant et montre que les plus riches sont encore plus riches. C'est vrai qu'on va avoir là quand même des plans sociaux en rafale. Donc beaucoup ont quand même eu pendant la crise... Ça va être inaudible ce genre de chiffres. Ça va être très compliqué quand même à justifier. Je pense que le chef de l'État ne souhaite pas non plus imposer ou taxer les plus hauts revenus. Là, on est dans le démarrage des plans sociaux. C'est vrai que certains ont eu le chômage partiel pendant la crise. On a vu aussi qu'il y avait des bas de laine qui étaient absolument énormes parce que les Français étaient inquiets. C'est vrai que... Si on demande en plus de faire des efforts sur le plan des réformes et qu'on a en face les plus riches restent les plus riches, ça questionne quand même. Et pour le gouvernement, il faudrait bien trouver des réponses. Et il y a d'autres chiffres éclairants dans ce sondage. 53% des sondés reconnaissent avoir une mauvaise opinion des riches. Pour 63%, les riches seraient des égoïstes qui voudraient se soustraire à l'impôt. Que vous inspire tout cela, Marc-Olivier Padis ? Oui, il y a un débat à avoir sur la fiscalité du patrimoine. Nous, on a trouvé une solution très simple pour mettre tout le monde d'accord, c'est de proposer un alourdissement de l'impôt sur les successions. C'est un très bon moment pour redistribuer les patrimoines. Mais je dis ça met tout le monde d'accord parce que tout le monde est contre. Même les gens qui ont des toutes petites successions, même si on met des exemptions. Alors là, on s'est fait absolument incendier par tout le monde sur ce sujet-là. Donc, mais il n'empêche que d'un point de vue macroéconomique, c'est quand même une des meilleures mesures à prendre. Thierry Fabre. Oui, c'est vrai. Emmanuel Macron y avait pensé pendant sa campagne et puis au dernier moment, il l'avait écarté de son programme parce que les sondages montraient qu'elle était très impopulaire. Donc, Christophe Castaner, lorsqu'il était à la tête de LREM, l'avait proposé en 24 heures, il l'avait rangé. Donc c'est le sujet tabou par excellence. Mais en ce moment, on voit bien que Emmanuel Macron ne veut pas taxer les riches parce que
sa logique, depuis qu'il est arrivé, c'était de relancer la croissance, l'investissement, en baissant l'impôt sur le capital. Ça avait commencé à marcher. C'est-à-dire qu'on a eu quand même le dernier classement du consultant EY. La France est devenue la terre d'accueil des investissements étrangers. Ça n'était jamais arrivé. Donc on se dit, il y a un truc qui se passe. Maintenant, la crise, là aussi, met tout par terre. Ça rebat les cartes. Et alors, il n'y a pas seulement le problème de perception de Français qui disent « oui, moi je galère, je voudrais qu'on taxe les riches ». Il y a beaucoup d'économistes et d'experts qui vous expliquent que dans ces périodes-là, si on le fait de façon exceptionnelle, ça ne casse pas pour autant la dynamique économique. C'est-à-dire les riches peuvent comprendre qu'en une période où on a une baisse de PIB de 10%, ils peuvent contribuer de façon exceptionnelle. Un impôt de solidarité temporaire. Voilà, ça s'est fait après la guerre, ça s'est fait en Allemagne. Donc là aussi, il y a toute une réflexion des économistes qui avancent cette argumentation. C'est pas je taxe les riches, point. C'est je les taxe parce que c'est exceptionnel et qu'effectivement les dépenses publiques sont telles qu'il faut penser à de nouvelles recettes. C'est différent de la haine anti-riche qui monte dans le pays où là il faut les taxer de toute façon. Mais là aussi Emmanuel Macron va être très embêté parce que ce serait quand même se contredire aussi par rapport à ce qu'il a fait. Bertrand Martineau pour conclure. Les fortunes sont quand même très mobiles, c'est un peu le sujet, donc les gens peuvent s'installer ailleurs. Oui, mais si on le fait de façon exceptionnelle, c'est pas pareil, c'est ça. Je suis d'accord, non, mais on peut trouver des arguments, mais ce qu'il faudrait surtout, il me semble, c'est globalement baisser les impôts. Alors peut-être en augmenter certains, mais à condition d'en baisser d'autres. Parce qu'on ne peut pas dire que le pays manque d'impôts, manque de fiscalité de manière générale. C'est plutôt un peu notre marque de fabrique. Une mécanique bien complexe à mettre en place. Bon courage à ce nouveau gouvernement. Merci en tout cas. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. La suite d'ALPL, c'est notre grand entretien. Nous recevons ce soir le professeur Olivier Schwartz. Il est directeur de l'unité virus et immunité de l'Institut Pasteur. Plusieurs voyants s'allument un peu partout dans le pays, notamment en Mayenne où le nombre de cas de Covid a quadruplé en 10 jours. Ce qui alerte, c'est aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde où l'on reconfine parfois plusieurs millions de personnes. Bref, vous l'avez compris, c'est le moment d'avoir l'éclairage d'un spécialiste. C'est ce que l'on va faire dans un instant après les premières explications de Béatrice Finzon. Vendredi, le pays devrait sortir officiellement de l'état d'urgence sanitaire. Les parlementaires ont voté le 4 juillet dernier la loi encadrant cette nouvelle étape. De quoi se réjouir alors que l'été débute, mais les Français n'ont pas attendu pour reprendre une vie normale. Dans les rues, les parcs ou encore sur les plages, les gestes barrières sont déjà de l'ordre du passé. Un relâchement qui inquiète beaucoup les scientifiques. Il y a une perte quasi complète des mesures de distanciation, en particulier chez la population jeune. Si nos concitoyens continuent à s'écarter de ces mesures, le risque d'une reprise un peu différente avant la fin de l'été reste toujours possible. En effet, une étude de Santé publique France révèle qu'un quart des personnes infectées restent asymptomatiques et participent ainsi à la propagation du virus sans le savoir, d'où l'importance, selon l'agence sanitaire, de respecter les mesures de distanciation physique et le port du masque, même quand on ne se sent pas malade. Depuis le déconfinement, on dénombre 200 clusters dans l'Hexagone, mais l'exécutif se veut rassurant. Un plan est prêt en cas de rebond. Il a toujours été dit, prévu et envisagé qu'il convenait de se préparer à une deuxième vague de l'épidémie. On ne va pas faire un éventuel reconfinement comme nous avions fait celui du mois de mars. Parce qu'on a appris. Bien sûr. Parce que les constatations que j'avais faites ont montré qu'un reconfinement ou un confinement absolu a des conséquences terribles, humaines, économiques. Donc nous allons cibler. Mais heureusement, M. Bourdin, que nous nous y préparons. C'est le rôle de l'État de se préparer, d'anticiper. Le coronavirus est toujours là. En Mayenne, où le nombre de cas positifs a été multiplié par 4 ces 2 dernières semaines, une vaste campagne de dépistage doit débuter la semaine prochaine. Elle devrait concerner près de 300 000 personnes. Autre zone particulièrement touchée, la Guyane. Le nouveau Premier ministre a d'ailleurs prévu de se rendre dimanche sur ce territoire limitrophe du Brésil. Allons plus loin dans l'entretien ce soir avec vous, professeur Olivier Schwartz. Merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes directeur de l'unité virus et immunité de l'Institut Pasteur. Le cas de la Mayenne est évidemment très inquiétant. Il y a un accroissement anormal de la circulation du virus. Est-ce que vous avez déjà une hypothèse de scientifique, un début d'explication? Pourquoi cette résurgence soudaine du virus de manière si locale?
Alors, donc, tout d'abord, quelques mots de présentation. Je suis virologiste et immunologiste à l'Institut Pasteur. Donc, on étudie les mécanismes de multiplication du virus, du coronavirus, comment le virus rentre dans les cellules, comment le système immunitaire réagit, comment les anticorps peuvent agir pour protéger, donc le rôle de l'immunité. Alors, en ce qui concerne l'épidémiologie, et donc la propagation du virus, ce n'est pas ma spécialité, mais j'ai quand même la chance d'avoir des collègues épidémiologistes à l'Institut Pasteur. J'ai vu votre reportage et j'entends ce que dit le conseil scientifique. En fait, ce qui se passe, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a une circulation à bas bruit depuis un certain temps, puisqu'on estime actuellement qu'il y a 500 nouveaux cas qui sont diagnostiqués chaque jour. Donc le virus continue à circuler. Et ça fait comme un petit signal. On a d'autres signaux négatifs dont vous avez entendu parler, par exemple l'analyse des séquences, le patrimoine génétique viral qu'on peut retrouver dans les eaux usées qui augmente. Donc tout ça laisse indiquer qu'il y a effectivement une résurgence de l'infection. Et il y a des clusters, heureusement ils sont diagnostiqués, mais donc il faut les circonscrire et s'en occuper activement. On entend aussi les micro-gouttelettes en suspension prolongées dans l'air. Est-ce que le débat est tranché? L'OMS s'est exprimée hier, elle n'écarte plus la possibilité d'une transmission aérienne. Alors, ça a toujours été le cas. On sait que le virus est transmis. Alors, sous quelle forme? Par voie aérienne, ça peut être des micro-gouttelettes, des nano-gouttelettes encore plus petites, des aérosols. Toutes les voies sont possibles. Le virus va avoir une certaine durée de vie hors d'un organisme, et il faut quelques secondes si on est en proximité pour atteindre une nouvelle personne. Alors, combien de temps le virus peut rester en suspension? À mon avis, pas si longtemps que ça. Tout dépend en fait de la charge virale, c'est-à-dire la quantité de matériel viral, de virus infectieux qui peut être présent dans ces micro ou nano-gouttelettes. Et il faut savoir également que chez un individu, la charge virale varie beaucoup en fonction de la personne. Est-ce que si la personne fait une forme symptomatique sévère, là, la charge virale va être plus importante. Donc, Ce sont les super contaminateurs, c'est eux qui inquiètent beaucoup d'ailleurs, parce qu'on a du mal à savoir pourquoi ils le sont, pourquoi certains ne le sont pas. Voilà, donc ça c'est une question très intéressante. Pourquoi certaines personnes transmettent plus? On sait que la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus qu'on peut trouver dans un écouvillonnage, dans un échantillon, peut avoir un pic à 10 puissance 5, c'est-à-dire 100 000 copies d'ARN viral, donc de matériel génétique. Mais il y a chez certains individus une charge virale qui est 1000 fois supérieure, qui atteint 10 puissance 8, c'est-à-dire 100 millions de copies par échantillon. Donc on imagine et on conçoit aisément que ces personnes vont transmettre beaucoup plus l'infection, si au départ il y en a beaucoup plus. La climatisation inquiète aussi, à tort ou à raison? Alors, je ne suis pas spécialiste de la climatisation. Il y a des études chinoises et d'autres pays qui ont montré effectivement dans un restaurant qu'il y avait eu un cas de contamination tout autour d'une table et que la table à côté avait été contaminée. Par contre, la table un peu plus loin n'avait pas été atteinte. Donc, c'est sûr que la climatisation va entraîner un flux d'air froid qui favorise d'ailleurs la survie du virus et donc peut jouer effectivement un rôle. Je voudrais vous montrer plusieurs images pour essayer d'avancer sur cette question de la contamination et que vous nous expliquiez si ce sont des scènes qui vous interpellent ou pas. On va regarder d'abord celle de la fête de la musique où on a vu des jeunes danser très près les uns des autres, évidemment sans masque, sans aucun geste barrière. 18 jours plus tard, a priori, cela n'a pas créé de cluster. Est-ce que ça peut être surprenant? Alors, donc les images sont prises en plein air. C'est sûr que les jeunes sont en contact les uns avec les autres. Ça favorise nécessairement la transmission. Est-ce que ce genre d'événement a créé une propagation à bas bruit, surtout chez les personnes entre 20 et 30 ans où il y a peu de signes, heureusement, et peut-être que ça va exploser. Une personne a pu infecter 3 autres, etc., puis 3, puis 3, et donc ça explique ce signal à bas bruit qui circule. On va peut-être regarder d'autres images qui nous frappent aussi en période de Covid. La nouvelle maire de Marseille, par exemple, Michèle Rubirola, la voilà, très heureuse évidemment d'être élue, fêtant sa victoire au milieu d'un rassemblement improvisé, sans distance de sécurité, faisant la bise à certains, et notamment à Jean-Claude Gaudin ici sur ces images. Même genre
images lors des passations de pouvoir qui ont eu lieu ces derniers jours, et notamment celle entre Nicole Belloubet et Éric Dupond-Moretti. La voici, embrassade, vue par des milliers de téléspectateurs. Un mauvais exemple donné par les responsables politiques, vous diriez ? Alors, donc là, ce n'est pas à moi de répondre, j'ai mon avis en tant que citoyen, et effectivement, donc là, les gestes barrières... Citoyen scientifique, un peu connaisseur du sujet tout de même. Voilà, mais vous avez aussi votre avis, j'imagine. Mais moi, je ne suis pas experte. Je pense que il faut respecter les gestes barrières dans un environnement où il y a beaucoup de monde. Donc s'il y a deux personnes qui se connaissent et qui vivent ensemble, évidemment, il ne faut pas respecter les gestes barrières, mais dans des lieux publics, il faut être extrêmement prudent. Donc gare au relâchement, c'est un peu le message quand même ? Eh bien oui, c'est à tout le monde d'ailleurs, à tous les Français. C'est le message du Conseil scientifique que j'ai entendu hier ou avant-hier ou par certaines hautes personnalités publiques, politiques. Donc c'est évidemment un message à respecter. Le professeur Côme s'est exprimé aussi ces derniers jours dans Le Parisien. Je crains une seconde vague dès cet été. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez qu'on peut déjà savoir si oui ou non le virus va ressurgir de manière forte, voire une seconde vague assez rapidement ? Alors j'ai vu cet entretien qui était très intéressant. Là encore, il faisait allusion à la présence d'eau dans les eaux usées de matériel génétique viral. Donc effectivement, il y a des signes, encore une fois, qui semblent indiquer que le virus continue à circuler. On a sur chaque jour 1% des échantillons qui sont testés chez des personnes qui sont positives. Il y a 300 000 tests qui sont faits par semaine, me semble-t-il, en ce moment. Donc le virus, encore une fois, circule. Alors est-ce que ça va être à bas bruit ou est-ce que ça va augmenter ? Je n'ai pas la réponse. Un autre scientifique s'est exprimé, c'est le professeur Philippe Juvin. Lui, il dit « Arrêtons de disserter sur l'arrivée ou non d'une deuxième vague. Contentons-nous de nous préparer ». C'est en gros le message qu'il a porté ce matin. Est-ce que finalement, ce n'est pas le sujet, une deuxième vague ou pas ? Eh bien, moi, je pense qu'il faut respecter les gestes barrières. Au moindre signe, il faut se faire dépister et prendre les mesures adaptées. Après, on va voir ce que ça va donner, bien sûr. Mais sauf que c'est pas si simple de se faire tester aujourd'hui. On le voit bien en France, dès que vous avez quelques symptômes, je me suis un petit peu renseignée, c'est sur ordonnance pour le test dans le nez, c'est sur rendez-vous dans un laboratoire d'analyse, c'est 42 € pour le test sérologique non remboursé. Ça donne pas vraiment envie aux Français qui auraient quelques symptômes de rhume ? Alors, je ne peux pas vous répondre sur le remboursement, je n'ai pas la réponse à la question, mais... Non, mais je vous le dis, c'est pas remboursé. Eh bien, ça serait mieux si c'était remboursé. Mais il me semble que sur prescription, c'est remboursé, le test sérologique. A priori pas. Il faudrait des bus de tests, il faudrait tester de manière absolument massive pour qu'on soit clair avec ce virus, avec cette propagation du virus. Eh bien là, on a les capacités de test disponibles technologiquement. On trouve 1% de cas. Il faut continuer, évidemment. On a parlé un moment de l'immunité croisée qui pouvait protéger. Finalement, a priori, non. Alors, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on entend par immunité croisée ? Il faut savoir qu'il y a différents types d'immunité chez un individu. Il y a l'immunité humorale par les humeurs, c'est-à-dire les anticorps qu'on a dans le sang, qu'on génère. Et d'ailleurs, les vaccins ont pour objectif, ceux qui sont en cours de test, de générer ces anticorps qui sont neutralisants. Il y a également une immunité cellulaire, ce sont les globules blancs, les lymphocytes. On a des lymphocytes tueurs, par exemple, qui vont éliminer les cellules infectées. Et il y a un troisième type d'immunité dont on entend peu parler, d'ailleurs, en ce moment, mais qui est un sujet très important à mes yeux. Et d'ailleurs, c'est l'objet de nos études au laboratoire, c'est l'immunité dite innée. C'est la réponse immédiate, avant qu'on ait des anticorps, que l'organisme détecte un virus, il y a des signaux d'alarme qui sont tirés et il y a un état antiviral qui est généré. Il y a production d'interférons, donc ce sont des molécules antivirales. Et d'ailleurs, ce sont ces molécules qui sont responsables des signes cliniques, de la fièvre par exemple. Et dans la plupart des cas, d'ailleurs, l'immunité innée est suffisante pour contrôler l'infection en quelques jours. Quand on a un rhume banal ou une autre infection, c'est l'immunité innée qui permet également d'établir l'immunité anticorps ou cellulaire. Innée, ça veut dire que potentiellement elle est génétique ?
Alors, elle est codée dans chaque cellule, c'est de l'immunité innée. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui ont des défauts génétiques, heureusement très très rares, qui peuvent être hypersensibles à l'infection, justement, du fait de ce défaut d'immunité innée. Alors, pour revenir à l'immunité croisée, qu'est-ce qui a été montré ? Il y a différentes choses. En ce qui concerne l'immunité cellulaire, il y a une étude qui avait montré que chez beaucoup d'individus, même s'ils n'ont pas été infectés par le coronavirus 2, SARS coronavirus 2, les cellules, les globules blancs qui sont là contre les autres coronavirus, il faut savoir également qu'il y a 7 coronavirus différents qui peuvent infecter l'homme. Il y en a 3 qui sont dangereux, SARS coronavirus 1, le MERS et le SARS coronavirus 2. Et il y a 4 coronavirus saisonniers, donc qui provoquent des rhumes peu dangereux. Et donc, cette étude sur les cellules a montré que lorsqu'on avait été infecté par un coronavirus saisonnier, on avait des lymphocytes cytotoxiques qui étaient capables de reconnaître le coronavirus 2, ce qu'on appelle donc une immunité croisée. Donc on était potentiellement immunisé grâce à ce non, on a ces cellules, mais on ne sait pas si elles sont fonctionnelles. L'étude ne le montre pas encore et il y a beaucoup d'études qui justement cherchent à comprendre ça. Et par ailleurs, il y a une autre étude, en particulier de collègues de l'Institut Pasteur avec l'hôpital Necker, qui a montré que chez les enfants, eh bien, on retrouve des anticorps contre les autres coronavirus et qu'en fait, on retrouve ces anticorps chez les enfants qui ont contracté une infection coronavirus 2 ou pas. Donc, c'est ça qui permet de conclure que, en tout cas, les anticorps contre certains coronavirus saisonniers ne protègent pas. Donc, c'est encore là trop tôt pour avoir la réponse à la question immunité croisée ou pas d'immunité croisée. Le vaccin, on en est où? Les laboratoires sont dessus, j'imagine qu'ils sont nombreux. Alors oui, comme vous le savez, il y a beaucoup de candidats vaccins qui sont à l'étude. Il faut faire attention à ne pas confondre un candidat vaccin d'un vaccin qui est testé chez l'homme et qui doit montrer sa preuve d'efficacité. Il y a dans le monde environ 125 candidats vaccins qui sont en phase préclinique, mais très peu vont aller jusqu'à la clinique. Et ensuite, très peu de ceux qui vont faire l'objet d'essais cliniques vont être produits à grande échelle. Mais il y a quand même déjà 14 candidats vaccins qui sont en essais cliniques, en phase 1, en phase 2, en phase 3. Et même certains en Chine sont déjà disponibles et administrés, en particulier chez les militaires chinois. Il y a des vaccins qui commencent à être disponibles. Donc, en fait, la course de préparation au vaccin se produit correctement. C'est un 110 mètres haies, d'une certaine façon. Et correctement, mais rapidement, j'imagine, par rapport à d'habitude. Et chaque haie de ce saut d'obstacle, en fait, il y a un signal go ou no go. Donc, on est en train, pour certains de ces candidats vaccins, de franchir ces différentes étapes. Et dans cette course, l'Institut Pasteur est placé comment? Eh bien, l'Institut Pasteur a 3 candidats vaccins, dont un qui est fondé sur un vecteur rougeole, qui a été développé par mes collègues, l'équipe de Frédéric Tangy, et qui est actuellement en phase préclinique ou clinique. Il va commencer les essais cliniques dans les jours qui viennent. Et il est fondé donc sur l'utilisation d'un vecteur, c'est-à-dire d'un véhicule qui emmène les antigènes du coronavirus. Donc c'est le virus de la rougeole, le vaccin de la rougeole. Donc il a déjà fait sa preuve d'efficacité qui a été testée sur... Enfin, pas testé, mais utilisé chez plus de 2 milliards d'individus dans le monde. Donc on sait qu'il est efficace et on sait qu'il n'est pas toxique. Alors qu'il y a beaucoup d'autres candidats vaccins contre coronavirus qui sont des nouvelles stratégies et qui n'ont pas du tout cette antériorité. Donc nos essais de candidats vaccins, rougeole, vont probablement démarrer très prochainement et je pense qu'il risque d'y avoir une bonne réponse du système immunitaire, c'est du moins ce qu'on espère. Alors justement, sur la question du vaccin, je voudrais vous faire écouter ce que nous disait le professeur Didier Sicard sur ce plateau, ici même il y a quelques semaines. Pour lui, trouver un vaccin va être très compliqué à cause des inconnus sur la réaction de chaque système immunitaire, justement. C'est ce qu'il appelle l'orage immunologique, vous connaissez probablement. On va l'écouter un instant et je vous fais réagir après. Il est très compliqué à faire ce vaccin parce que, vous voyez, au fond, cette réponse immunitaire excessive, si on vaccine les gens qui font des réponses immunitaires, donc le vaccin contre la dengue qu'on avait essayé il y a 1 an et demi, on pensait qu'on avait trouvé le vaccin contre la dengue. On l'a essayé aux Philippines, il y a eu des morts parce que cette maladie fait que les anticorps
contre le virus était plus destructeur que le virus lui-même. Donc, il faut être patient. On ne va pas commencer à lancer des essais à 100 000 personnes. Ce n'est pas comme la poliomyélite où 500 000 enfants ont été vaccinés. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas espérer un vaccin avant fin 2021. Et ce n'est pas le vaccin qui va arrêter. La maladie virale va s'arrêter avant le vaccin. Voilà, lui nous dit qu'il faut être patient. Vous nous dites que finalement, il y a une course contre la montre qui est engagée et qui avance plutôt bien. On a du mal à y voir clair. Est-ce que finalement, un vaccin serait presque plus dangereux Alors, le professeur Sicard a raison de soulever ce risque. C'est vrai pour tout candidat vaccin. C'est exactement l'objet des études. Moi, j'ai l'impression, à titre personnel, que ce virus est sensible facilement aux anticorps neutralisants. On le voit chez les personnes chez qui on prélève, qui ont du sérum, et on voit que les anticorps ont une activité neutralisante. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à montrer l'effet inverse dont parlait le professeur Sicard sur la dengue, qui avait un effet facilitant. Donc c'est peut-être vrai pour la dengue. Pour l'instant, je n'ai pas vu, ni dans mon laboratoire, ni dans d'autres publications, pour l'instant, donc cet effet délétère des anticorps. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Mais il faut continuer à le chercher. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas vu qu'il n'existe pas. En plus, je pense que c'est un virus qui est facile à neutraliser. Si on pense par exemple au VIH, où là, il y a des essais, des recherches de candidats vaccins depuis plus de 30 ans sans succès, parce que le virus mute beaucoup, parce qu'il y a plein de sous-types de virus qui peuvent circuler pour le VIH, il est beaucoup plus dur à neutraliser, à générer des anticorps. Si on prend du sang d'une personne qui est infectée par le VIH, il y a des anticorps, mais ils sont peu neutralisants. Tandis que si on prend du sang d'une personne infectée par coronavirus, les anticorps peuvent être très neutralisants. Donc tout ceci me permet d'être optimiste, réaliste, prudent, mais optimiste. Jusqu'à demain, se tient justement la 23e conférence internationale sur le sida. C'est tous les 2 ans. Elle est en ligne cette année, évidemment. Coronavirus oblige. Est-ce que vous craignez que la mobilisation de milliards d'euros pour lutter contre cette crise Covid, pour lutter contre ce virus, freine la recherche sur le VIH ? Eh bien, c'est un risque, parce que là, on entend moins parler du VIH, ni d'autres épidémies. Il y a 37 millions de personnes infectées par le VIH. Moi, mon laboratoire, avant de travailler sur le coronavirus, on travaille depuis de nombreuses années sur le VIH. Et donc, on a utilisé nos savoir-faire sur le VIH pour l'appliquer aux recherches sur le coronavirus. Donc, c'est très important de continuer la recherche sur le VIH. Il y a plus de morts chaque année par le VIH. Il y a entre 1 et 2 millions de morts par an. Il y a plus de morts par la tuberculose que actuellement, heureusement, par le coronavirus dont on entend beaucoup parler. Donc il y a d'autres épidémies qui continuent, qui sont chroniques, j'ai envie de dire, des pandémies qui continuent. Et donc il ne faut pas arrêter l'effort sur ces autres virus ou bactéries qui infectent l'homme. Très concrètement, dans vos labos, par exemple, on ne travaille plus que sur la Covid, on a arrêté. Dans quelle proportion maintenant on travaille sur le VIH ou d'autres virus ou sur la Covid ? Alors à l'Institut Pasteur, ça dépend de chaque laboratoire. Il y a des laboratoires qui travaillent sur le VIH. Mon propre laboratoire, depuis le début de l'épidémie, on a basculé complètement sur le coronavirus. À 100%. Parce que l'Institut Pasteur était fermé pendant le confinement, sauf les activités prioritaires. Et donc, comme on s'intéressait au coronavirus et que c'était une activité prioritaire, depuis maintenant presque 5 mois, donc on travaille sur le coronavirus. Mais on va reprendre nos activités progressivement contre les autres virus. Est-ce que ça rend un petit peu amer, peut-être, que la mobilisation ait été immédiate et coordonnée entre les différents laboratoires internationaux pour faire face à cette Covid, plutôt que sur d'autres virus sur lesquels vous travaillez, vous le disiez, depuis des années, depuis des décennies même? Est-ce qu'il y a une forme d'amertume? Bien non, au contraire, c'est une chance qu'il y a eu cette mobilisation mondiale. À l'Institut Pasteur, on s'est mobilisé. Il y a une volonté institutionnelle forte avec la création d'une task force. Donc on a des réunions très fréquentes, hebdomadaires, tous ensemble. Il y a entre 300 et 500 personnes quotidiennement qui travaillent sur le coronavirus, sur les vaccins, sur les diagnostics,
et surtout sur la recherche fondamentale aussi. Ça, c'est très important. C'est une recherche qui prend du temps. Et pour créer des nouveaux vaccins, pour mettre au point des tests diagnostiques, pour trouver des molécules antivirales, on a des équipes qui font ça également à l'Institut, il faut de la recherche fondamentale. Ça a débloqué des verrous même? Vous diriez qu'il y aura un avant et un après Covid, même dans votre façon de fonctionner et de rechercher? Oui, je pense, parce que là, tout s'est accéléré. Il y a une envie de collaborer, enfin, du moins, ceux qui souhaitent collaborer. Et donc, chaque personnalité scientifique peut s'épanouir dans un but de santé publique. On est là, à l'Institut Pasteur, pour faire de la recherche, comprendre des mécanismes biologiques, mais également au service de la santé publique. Donc quelque chose de positif à ressortir de tout cela. Merci infiniment en tout cas Olivier Schwartz d'avoir été dans cet entretien ce soir. Je rappelle que vous êtes directeur de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur. C'est la fin de cette émission. On se retrouve donc lundi à 18h et à 22h. Demain, 7h30, 9h, bonjour chez vous. Oriane Mancini aura 2 invités politiques, 2 maires fraîchement élus et qui ont créé d'ailleurs la surprise au soir du second tour. Pierre Urmic à Bordeaux, que vous voyez ici à gauche, et Mathieu Klein à Nancy. Très très bonne soirée sur Public Sénat.